Comme prévu, poursuivons notre étude des objets spirituels avec la nation. Wikipédia la définit ainsi. Je cite: une communauté de mémoire et de mythes partagés, une culture commune, un lien d'origine historique, une unité économique, ainsi que des droits et des devoirs communs pour tous ses membres. Mais, dans sa célèbre conférence du 11 mars 1882 à la Sorbonne, Ernest Renan nous dit tout autre chose. Je le cite. « Non, ce n'est pas la terre plus que la race qui fait une nation. La terre fournit le substratum, le champ de la lutte et du travail. L'homme fournit l'âme. L'homme est tout dans la formation de cette chose sacrée qu'on appelle un peuple. Rien de matériel n'y suffit. Une nation est un principe spirituel, résultant des complications profondes de l'histoire. Une famille spirituelle, non un groupe déterminé par la configuration du sol. » Et il poursuit. « Deux choses qui, à vrai dire, n'en font qu'une, constituent cette âme, ce principe spirituel. L'une est dans le passé, l'autre dans le présent. L'une est la possession en commun d'un riche legs de souvenirs, l'autre est le consentement actuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l'héritage qu'on a reçu indivise. » Fin de citation. En 1870, un contemporain de Renan, Fustel de Coulanges, déclare également « Ce qui distingue les nations, ce n'est ni la race ni la langue. Les hommes, écoutez bien, sentent dans leur cœur qu'ils sont un même peuple lorsqu'ils ont une communauté d'idées, d'intérêts, d'affections, de souvenirs et d'espérances. Voilà ce qui fait la patrie. Voilà pourquoi les hommes veulent marcher ensemble, ensemble travailler, ensemble combattre, vivre et mourir les uns pour les autres. La patrie, c'est ce qu'on aime. » Fin de citation. Ce qui m'intéressait ici, c'était le lien spirituel et émotionnel entre nation et patrie. Hier, c'était la guerre qui les unissait. Demain, ce sera guérir la planète. Hier, c'était mourir les uns pour les autres. Demain, ce sera vivre les uns pour les autres. Mais le principe spirituel reste le même. Avec ces deux grands textes de deux grands hommes du XIXe siècle, vous avez une très bonne approche de ma thèse centrale que j'appelle au cœur des peuples. Puissions-nous retrouver leur lumière spirituelle. Dans ma grammaire, la nation est évidemment une enveloppe immatérielle, invisible et abstraite, mais bien présente au cœur du peuple, mais uniquement quand il est souverain. Premièrement, la nation est donc cause d'elle-même, puisqu'elle n'est pas la conséquence d'événements extérieurs. Rien de matériel n'y suffit, nous explique Ernest Renan. Elle s'est donc constituée par elle-même, elle répond au principe cause à suit. Deuxièmement, elle comporte en elle-même sa propre contradiction interne entre les intérêts personnels de chacun et l'intérêt général qui appelle chaque citoyen à se transcender, en passant de l'égoïsme à l'altruisme, du profane au sacré. Enfin, comme tous les objets spirituels, la nation ne peut se montrer du doigt, ni même s'expliquer par un raisonnement rationnel quelconque. À ce propos, le sociologue québécois contemporain Jean-Marie Tremblay va dans le même sens que Renan, je le cite. Mais ce caractère contradictoire entre le passé et le présent, mais ce caractère contradictoire de la définition est peut-être justement ce qui en fait la force et non la faiblesse. Pour Renan, les contraires, loin de s'exclure, doivent en effet se répondre. Pensez au mariage des contraires. C'est dans leur équilibre, leur jeu, leur harmonie et leur écart que résident la justice et la vérité. Il en allait ainsi des rapports entre science et religion. Alors aujourd'hui, je dirais plutôt entre science et spiritualité.
Il en va de même dans cette fragile et nécessaire construction historique qu'est la nation, hésitant entre la fidélité à un passé et l'invention d'un présent, entre la soumission de ce que nous avons reçu et la création de ce que nous avons choisi. La nation est inévitablement une réalité double et contradictoire, précisément comme notre propre nature humaine. Je reprends, mais à ce contradictoire, nous sommes voués. Ça nous est imposé. Et la grandeur de Renan est de nous le rappeler, car si rien n'est possible qui ne s'enracine dans l'histoire, rien n'est légitime qui ne se fonde dans le droit des peuples et des individus à disposer d'eux-mêmes. Fin de citation. Ce qui nous amène à la question de l'Europe. Dans un livre très intéressant publié en 2022, La Nation, une ressource d'avenir, de Bernard Bourdin et Philippe Diribarne. Il nous éclaire sur ce lien entre nation et Europe. Je les cite. Pour répondre à ce bon sens anthropologique, il faut un projet politique qui pense l'Union européenne comme un espace politique confédéral, qui ne se substitue pas aux nations, mais qui en procède. Autrement dit, nation et projet européen sont en réalité liés l'un à l'autre. C'est à la faveur de ce lien que le christianisme a une responsabilité au sens le plus étymologique du terme. Il constitue une ressource spirituelle qui est à même de répondre de ce lien tant en vertu de sa conception spécifique de l'incarnation et de l'universel, que de sa capacité spécifique à reconduire le domaine des affaires publiques dans l'histoire par le pardon. Il faudrait bien qu'un jour, les colonisés et les colonisateurs se pardonnent. Mais ils ajoutent à mon grand étonnement, je cite, « à charge bien entendu pour les autres traditions spirituelles de recourir à leurs propres ressources pour penser l'articulation entre nations et projets européens. » Fin de citation, et là, ça clash dans ma tête. Car il suffisait de ne plus confondre le spirituel et le religieux pour que le texte soit parfait. Pourtant, nos deux auteurs décrivent avec précision et subtilité la fracture actuelle de la nation française, à savoir l'opposition entre christianisme et islamisme. Seulement, ils font tous, sans exception, la même erreur. Ils parlent de spiritualité en pensant religion. Religion et athéisme sont toutes des professions de foi qui ne regardent que l'intimité de chacun. Mais le génie humain est passé à côté de cette évidence. Les religions et l'athéisme tirent leur origine du spirituel et non l'inverse. Les formes particulières procèdent de l'universel et non l'inverse. Nous devons penser les choses dans le bon ordre. D'abord notre dimension spirituelle ontologique, puis l'apparition des religions, phénomène anthropologique très récent. Dès lors, la bonne réponse pour bâtir une Europe des nations réside dans le partage d'une même vision spirituelle, mais de la vie, de la nature et de l'homme. Il faut dépasser les religions, les cultures, les langues, pour que 27 nations puissent s'harmoniser en une Europe fraternelle et bienveillante. C'est faire de l'Europe un principe spirituel, une âme. Dans Qu'est-ce qu'une nation ? Ernest Renan écrit ceci. Depuis la fin de l'Empire romain, ou mieux, depuis la dislocation de l'Empire de Charlemagne, l'Europe occidentale nous apparaît divisée en nations, dont quelques-unes, à certaines époques, ont cherché à exercer une hégémonie sur les autres, mais sans jamais y réussir d'une manière durable. Ce que n'ont pu réaliser Charles Quint, Louis XIV, Napoléon Ier, personne probablement ne le pourra dans l'avenir. Fin de citation.
Or, en tentant de construire une Europe supranationale, les supposés États-Unis d'Europe, Jean Monnet et Robert Schuman ont essayé de faire, contre De Gaulle, ce que personne probablement ne pourra jamais réussir dans l'avenir. Un Slave, un Germain, un Franc, un Lombard, un Catalan ou un Saxon ne saurait se laisser fondre dans un même moule, sauf à partager notre ciment spirituel, c'est-à-dire ce que nous sommes tous en commun depuis 100 000 ans. Les nations sont des cellules vivantes d'un organisme géopolitique qui devront apprendre à s'aimer et se pardonner les unes les autres face à un lourd passé de 5 fois millénaires de guerre, de cruauté et d'égoïsme. Or nous en sommes à des années-lumière, alors qu'aujourd'hui la seule vraie question concerne le destin de l'humanité. Comment sauver la planète et nous sauver de nous-mêmes? Mais rien n'y fera tant que l'humanité entière ne partagera pas une spiritualité ciment dans le respect réciproque des nations. Tel est l'enjeu de l'enseignement contenu dans mon livre. Bon, s'agissant de la patrie, inutile d'insister sur le fait qu'elle est aussi un objet spirituel. Le Larousse la définit ainsi. Pays où l'on est né, mais attention, ils ajoutent, ou auquel on appartient comme citoyen, c'est très important, et pour lequel on a un attachement affectif. Il propose comme synonyme pays natal. Tout comme la nation, c'est l'endroit où nous sommes nés, certes, mais pas seulement. Un immigrant qui, pour des raisons personnelles, désire faire de la France sa patrie, est évidemment le bienvenu. Sinon, l'invitation à jonction d'il y a 100 000 ans n'aurait aucun sens. Rappelons-la. Apprenez à vous aimer les uns les autres, sinon vous ferez votre propre malheur. Et ça vaut aussi bien, bien évidemment, pour tous les peuples. Ce qu'on réussit à faire naguère, on l'a vu, Sapiens et ses cousins néandertaliens et dénisoviens, ils ont vécu ensemble. Alors que nous, leurs descendants supposés civilisés, en sommes encore totalement incapables. Avançons. Patrie et nation sont donc liées par la naissance, aux racines natales, mais surtout à notre attachement affectif, d'où le concept au cœur des peuples. L'étymologie latine et grecque de patrie nous renvoie au père, à la terre de nos ancêtres, mais aussi à la mère patrie, celle qui nous nourrit, ce qui nous place sur notre versant émotionnel d'essence spirituelle. On parle en effet d'amour de la patrie. Mais attention, le Larousse précise bien, un où l'on est né, mais deux ou auquel on appartient comme citoyen et pour lequel on a un attachement affectif. Faut-il rappeler que Sapiens est par nature un émigrant, un voyageur, il ne sait pas rester en place, et en retour il accueille, il reçoit, il échange, il est curieux. Mais alors c'est quoi ce sentiment patriote, lequel fut utilisé honteusement pour envoyer les peuples à la mort? Montesquieu écrit dans De l'esprit des lois, je le cite, « Mais la vertu politique est un renoncement à soi-même, qui est toujours une chose très pénible. On peut définir cette vertu, l'amour des lois et de la patrie. L'amour des lois et de la patrie. Cet amour demandant une préférence continuelle de l'intérêt public au sien propre. Cet amour est singulièrement affecté aux démocraties. Je vous rappelle qu'il n'était pas démocrate, mais il était honnête. Et il précise ensuite que l'amour des lois et de la patrie va de pair avec le principe d'égalité. Notez que Montesquieu ne propose pas une thèse sur les lois elles-mêmes, mais sur l'esprit des lois.
esprit qui l'enracine au cœur des lois de la nature. S'agissant de la vertu politique, Montesquieu, par son amour des lois et de la patrie, invoque le sacrifice de nos égoïsmes. Chose très pénible, dit-il à juste titre, et notre faculté à la transcendance innée, c'est-à-dire au renoncement de soi-même au profit de l'intérêt public, qu'il associe précisément au régime démocratique. Ne s'agit-il pas des caractéristiques du processus démocratique universel que je tente de montrer? Oui, mais avec la nuance suivante. Le sacrifice personnel qu'appelle la démocratie n'a strictement rien à voir avec le sacrifice d'un peuple envoyé à la guerre par les propriétaires dominants, toujours pour s'enrichir encore et encore. Comme certains prélats religieux jouaient sur le versant spirituel des peuples, pour les soumettre, les politiques jouent aujourd'hui sur l'aptitude naturelle du sacré, donc du sacrifice, pour envoyer ces derniers à la mort et en temps de paix à la misère. Il s'agit encore une fois d'une utilisation malveillante des caractéristiques de notre versant spirituel inné, lequel se retrouvant nié par ceux-là même qui l'usent et en abusent à leur profit. Verser le sang des peuples n'est pas du patriotisme. Le patriotisme, c'est tout autre chose. C'est déjà faire de son pays une terre d'asile, hospitalière, qui respecte l'ensemble des valeurs universelles de l'amour. C'est cela l'amour de la patrie. C'est la servir ensemble. Si nous devons le plus grand respect aux millions de morts pour leur patrie, il ne faut jamais oublier la responsabilité de ceux qui ont leur sang sur leurs mains. À titre d'exemple terrifiant, le Japon, peuple particulièrement pacifique depuis la Seconde Guerre mondiale, a voté il y a peu un budget militaire considérable en vue de se réarmer. La Chine, les États-Unis préparent aussi la guerre. L'Allemagne en 2025 et d'autres pays suivent la même trajectoire. Macron veut même partager la bombe atomique avec les Allemands. Certes, une bonne guerre mondiale, ça ne peut que faire du bien à l'économie mondiale en crise systémique. On prend les mêmes et on recommence. Quoi qu'il en soit et en conclusion, la patrie en tant qu'objet spirituel nous rappelle d'abord les valeurs universelles, l'amour pour notre pays, ses lois, quand elles sont bonnes pour le peuple, le respect de nos ancêtres et de leur histoire. Chaque vrai patriote se doit d'entretenir la flamme de leur mémoire. On ne construit un avenir sans la vérité du passé. De ce point de vue, les patries ne s'opposent pas entre elles. Par leur essence même, elles se respectent mutuellement. Somme toute, faire preuve de patriotisme ne veut surtout pas dire opposer les Français, supposés de souche, aux émigrés. Défendre sa patrie consiste à la servir, notamment par son travail coopératif, et ce sans jamais augmenter la misère des autres patries, ni celle au singulier des expatriés. À cet égard, je voudrais vous proposer une réflexion personnelle. Comment vaincre le racisme et l'idéologie des extrêmes droites, mais sans les combattre? Le théorème de l'égoïsme, sur lequel je reviendrai surtout en économie, exprime une chose très simple. Plus une société s'enfonce dans l'égoïsme, moins les fruits du travail sont partagés, plus le peuple s'appauvrit et les riches s'enrichissent. Conséquence, une partie du peuple, qui prend peur pour sa survie, glisse vers l'extrême droite. Pourquoi? Parce que la droite symbolise, depuis la Révolution française, le pouvoir de l'argent, la noblesse, les nantis, et la maîtrise des rouages économiques depuis toujours, tandis que la gauche, sous le socialisme, le vrai, évoque une politique de redistribution qui coûte trop cher, bien évidemment,
est supposée de surcroît incompétente en économie. Dès lors, l'extrême droite donne le sentiment d'extrême rempart face à l'insécurité et la pauvreté. Il est vrai que l'extrême droite finit toujours par s'allier au pouvoir de l'argent. Hitler l'a fait. Marine Le Pen le fait pour se faire élire en 2027. Ainsi, l'extrême droite, avec ses alliés économiques, semble le garant et la stabilité politique et économique par son pouvoir autoritaire. Tandis que la gauche, c'est l'instabilité. L'argent et la sécurité sont à droite, alors que le dénuement et l'insécurité sont à gauche. D'où le discours de droite sécuritaire et immigrationniste. Les étrangers coûtent cher, trop cher. Tel est le préjugé politique d'un peuple, depuis au moins 2 siècles, quand il prend peur de manquer. Faisons un constat historique. En Europe, entre les 2 guerres, la crise de 1929 va faire basculer les démocraties en tyrannie. Mussolini, Hitler, Franco, Pétain. Après la Seconde Guerre mondiale, les pays d'Amérique latine, certains pays d'Asie et d'Afrique basculent à leur tour, pour les mêmes raisons économiques. Là, je vous renvoie à un excellent livre. Son titre, La mort des démocraties, de Daniel Ziblatt et Steven Levitsky. Dans les faits, faisant suite à 4 années de souffrance, durant les 30 glorieuses qui suivirent, les richesses étaient mieux partagées. La souffrance est partageuse. Mais à partir des années 1970-80, l'économie néolibérale prend le dessus, confisque les richesses et endette sans cesse les peuples. Donc, l'austérité, année après année. Du coup, l'extrême droite se réinvente. L'Europe des années 2010-2020 bascule, toujours pour les mêmes raisons. Les médias appartenant aux milliardaires, les intellectuels résistants ne possédant ni pouvoir ni argent, n'ont pas de proposition économique alternative. En 1983, Mitterrand adhère au néolibéralisme et donc à l'austérité des peuples. Même si la vie est plus confortable matériellement, son confort coûte de plus en plus cher et la pauvreté, y compris dans les pays riches, ne cesse d'augmenter. L'Observatoire des inégalités en France affirme, je cite, « La part de la population pauvre a augmenté depuis le milieu des années 2000. » En conséquence, rien n'y fera. Plus les intellectuels de gauche dénoncent avec courage et intelligence les dangers de l'extrême droite, plus ils la renforcent. Plus on combat le mal de front, plus il s'en nourrit. Tous les combats intellectuels sont battus en brèche face au réel. Le théorème de l'égoïsme s'actualise, l'extrême droite se réinstalle. Or c'est bien connu, on ne combat le mal que par le bien. La logique est simple, la raison humaine est ainsi faite qu'elle est tout aussi capable de donner raison, tant à l'extrême droite qu'à la gauche radicale. Aux yeux du citoyen, chacune a ses bonnes raisons. Mais ce qui le fait pencher à droite réside dans l'absence d'un système économique alternatif concret et fiable. Or, changer de politique économique, surtout dans ce monde actuel, signifie changer tout notre système de pensée. Comment ? C'est simple. En enseignant le bien, tout en ignorant les discours idéologiques contre nature, en construisant une utopie réaliste politique et économique qui redonnerait l'espoir. Imaginez les médias résistants, enseignant par exemple 2000 ans de mensonges politiques, la véritable nature du pouvoir et de la politique, la vraie démocratie qui permettrait une croissance spirituelle dans une décroissance matérielle, un capitalisme coopératif excluant toute spéculation, où l'argent magique appartiendrait au peuple. Oui, mesdames, messieurs, l'argent magique, ça existe. Et qui plus est, je vous le montrerai, depuis toujours.
Bref, imaginez un mode de vie radicalement autre permettant de sauver la planète. En face, nous avons quoi? Selon le programme 2027 de la France insoumise, écoutez bien, voici l'une des mesures pour, c'est écrit, éradiquer la pauvreté, le SMIC à 1 400 €, alors qu'il est déjà en 2025 à 1 426,30 €. Comment voulez-vous espérer? Bref, en synthèse, enseigner est une noble vertu politique, mais reste évidemment à s'entendre sur son contenu. Encore une fois, c'est tout l'enjeu de mon livre. Bon, pour finir par une note plus optimiste. Sœurs de la physique quantique, les mathématiques sont-elles aussi un objet spirituel? Toujours d'après le livre d'Yves Dupont, L'empreinte de Dieu dans le monde quantique. Voici résumé sa thèse. D'abord, les mathématiques préexistaient avant la pensée humaine. Bon, pour moi c'est évident. Les savants ne les inventent pas, ils les découvrent. Je le cite. Les mathématiques sont bien le reflet d'une pensée infinie, comprenez, divine. Ou encore les mathématiques sont une sorte d'agent intermédiaire entre l'esprit et le monde. Enfin, le monde contingent, donc le nôtre, reçoit de l'information de la part de l'esprit pour exister. Et il écrit esprit avec un E majuscule. Je répète, le monde contingent reçoit de l'information de la part de l'esprit pour exister. Exister. Donc premièrement, si les mathématiques sont pensées dès l'origine de l'univers par l'esprit divin, alors elles sont cause à suivre. Plus encore, l'esprit divin ne cesse de soutenir, de créer notre monde à chaque instant par une information intégrale instantanée. Je n'invente rien. Et nous le confirmerons avec l'étude des EMI, des expériences de mort imminente. C'est très intéressant. Deuxièmement, elles admettent leurs propres contradictions dans la mesure où elles comportent une infinité de propositions non démontrables. En effet, le théorème d'incomplétude de Gödel établit que toute théorie dite cohérente est nécessairement incomplète. Donc, incohérente. Contradiction. En ce sens, elles sont, comme la physique quantique, une discipline ouverte vers l'infini, laquelle échappe bien évidemment à la pensée humaine. Sa raison est par essence finie. Troisièmement, les mathématiques s'avèrent également immatérielles, invisibles et surtout abstraites, mais pourtant bien présentes et essentielles à la compréhension de la matière subatomique. Et comme tous les objets spirituels que nous venons d'évoquer, les mathématiques sont aussi un pont entre les deux mondes. Et c'est du moins ce qu'affirme Yves Dupont. Bien, je vous propose dans la prochaine vidéo de découvrir les deux pouvoirs, le bon et le mauvais. Rien qu'avec cette étude, vous comprendrez déjà qu'il faut nécessairement rendre le pouvoir souverain au peuple. Il n'y a pas d'alternative. Alors encore une fois, pardon pour mes bafouillages et grand merci pour votre patience.